C'est ici, à des kilomètres de la ville la plus proche, qu'il y a 40 ans sévissait pour la première fois celui que les tabloïds et autres journaux à sensation baptiseront le démon d'Anglure. Ce meurtrier violent, jadis une icône sur la scène internationale, semble aujourd'hui n'être plus qu'une légende urbaine aux yeux de ses contemporains. Aimé, adulé et plus tard décrié par le grand public, ce personnage haut en couleur et sans pitié connaît un succès fulgurant au début des années 80. Les experts sont unanimes, le milieu du meurtre en série ne sera plus jamais le même. Pourtant, nombreux sont ceux qui aujourd'hui l'ont oublié. Pire encore, certains critiques vont jusqu'à le qualifier de has-been, de ringard, et n'hésitent pas à réduire son succès à un tube, paru en 1981. Alors, comment un tueur aussi révolutionnaire n'a-t-il pu connaître qu'un succès éphémère? Et surtout, qu'est devenu celui dont le hit célèbre cette année ses 35 ans? Précurseur d'une présence médiatique minimaliste, reprise par les Daft Punk, PNL ou le Dépeceur de Montréal, le démon d'Anglure est un homme qui sait se faire discret. Là où la presse peut s'emparer de la vie de Xavier Dupont de Ligonnès pour en dresser un portrait complet, elle ne parviendra à trouver du tueur que son nom, et celui du village qui l'a vu naître. Né à Anglure dans la Marne à la fin des années 50, sous le nom d'Olivier Jean Simon, ce meurtrier en devenir connaît une enfance ordinaire dans l'ancienne capitale française. Son histoire familiale est sans surprise. Né d'une mère au chômage et d'un père demandeur d'emploi, il grandit aimé de tous et admiré par les jeunes de son âge. Rien ne laisse alors présager un basculement dans la violence. Seulement, sous sa bonhomie apparente, se cache déjà une affinité avec la mort. Ses journées sont passées à insulter les passants et à proférer des menaces aux membres de la communauté. Alors, ce pionnier de la strangulation en série n'attendra pas la majorité pour commettre ses premiers homicides. C'est au bord de cette route qu'un tragique été 75, un cadavre sans vie est retrouvé. Le tueur l'a laissé là, nu comme un verre, sans papier d'identité et mutilé au point où l'individu est méconnaissable. Griffures, strangulation, déchirures épidermiques, contusions abdominales, vessie perforée, multiples piercings, herpès buccal. Le recours au test ADN s'avère incontournable pour faire progresser l'enquête. Par chance, un témoin oculaire affirme avoir assisté à l'assassinat et en livre une description aussi glaçante que précieuse aux autorités. La victime n'est autre que le facteur du village, dont les effets personnels auraient été volés. Un portrait robot est dressé et sous 2 jours, les journaux locaux s'emparent du scoop. Ce meurtre, et surtout sa médiatisation, vont permettre au tueur d'accéder à un succès local et underground. Retrouvé par la presse People, mais pas par les renseignements généraux, Olivier Jean ne laisse pas pour autant sa petite notoriété lui monter à la tête. Très vite, il monte avec Benoît Truand et Stéphane Mortefontaine les Faucheurs. Rejoindre les Faucheurs, ça lui permet surtout de se développer personnellement. Pas grâce au groupe. Ils font des meurtres brouillons, ça connaît pas vraiment de succès. Mais c'est simple. Après la mort de Ben et la disparition de Steve, il se retrouve tout seul. Il prend une démo, il l'envoie à Snuff, et c'est le début de quelque chose d'énorme. Si le succès est cette fois modéré, leurs quelques victimes et surtout les familles de celles-ci s'en souviendront à coup sûr. Cette dissolution sonne alors le retour en solo de celui qui en quelques années s'est fait un nom sur la scène française. Olivier Jean Simon devient le démon d'Anglure. Très vite, il rentre dans une période dite d'écriture. Pendant 2 ans, aucune de ses performances ne sont filmées. Cependant, ces 2 ans ne seront pas chômés. On estime qu'à cette période, ce sont plusieurs centaines de citoyens qui seront suppliciés. Les chiffres sont de l'ordre du massacre, et les paparazzis sont prêts à tout pour capturer le tueur sur le fait. Heureusement, grâce à une équipe d'avocats spécialisés dans le droit d'auteur, et à la discrétion hors pair du tueur, les chasseurs d'images seront souvent bredouilles et régulièrement éliminés. Dans l'industrie, cela ne fait qu'amplifier la rumeur selon laquelle le rookie de chez Snuff prépare quelque chose de terrible. Il fait couler presque autant d'encre qu'il fait couler le sang. Indifférent à l'emballement médiatique, il ôte la vie d'autostoppeurs, supprime des promeneurs, pourfend des randonneurs. Les crémiers, livreurs de journaux et autres chasseurs sont impuissants face à un homme qui se cherche artistiquement et progressivement, par le sang, se trouve.
Et là, c'est l'explosion. Son coup du 1er septembre 1981 est immédiatement encensé par les spécialistes. Le succès est autant critique que commercial, tout semble alors sourire au démon d'Anglure. D'aucuns disent qu'un succès trop rapide est le signe d'un déclin arrivant à vive allure. Aux yeux du grand public, c'est ce tube retentissant au succès intergénérationnel et à l'impact indélébile qui marque la disparition autant que l'apparition du tueur dans la conscience collective. Snuff Records ne publiera pas de suite au meurtre de Loïc Lefebvre. Rarement une carrière aussi prometteuse n'a-t-elle été aussi brève. Rarement un artiste aussi populaire n'a-t-il quitté le devant de la scène sans connaître une mort atroce et prématurée. Conflits juridiques, différends créatifs, affaires d'ego. Qu'est-ce donc qui a pu éloigner le démon d'Anglure des lumières de la célébrité et des paillettes du show business? Et surtout, pour un passionné comme lui, comment vivre sans tuer? Nous refusons de laisser ces questions sans réponse. Alors, afin de les élucider, nous sommes allés à la rencontre de celui qui a fait d'Anglure la Mecque du meurtre en série. Face à face avec le tueur, nous tenterons de comprendre ce qui est réellement arrivé au démon d'Anglure. Bonjour. Bonjour. Avant tout, comment vous considérez-vous? Tueur? Icône? Célébrité? Icône, célébrité, oui. Tueur aussi. Tueur aussi. Comment devient-on tueur? Quel a été pour vous le déclic? Un tueur, c'est quelqu'un qui tue. Moi, j'ai eu la chance d'en faire mon métier, mais j'ai sacrifié beaucoup pour en arriver là. C'est un choix de carrière atypique. Comment ont réagi vos parents quand vous leur avez appris? Une famille très compréhensive, En 76, massacre toute sa famille de sang-froid. tout s'est bien passé. Vous êtes dans un endroit très tranquille ici. Quelqu'un comme vous, dans un endroit pareil, vous avez fui la célébrité. Il y a une différence entre fuite et discrétion. Ici, je suis à l'abri des regards, je m'entends bien avec mes voisins, on s'échange des tomates, je ferme leurs chiens, et puis surtout, je suis à l'abri des requins. Vous parlez de requins. Après des années de procès, vous avez enfin gagné votre bataille juridique avec Snuff Records. Est-ce pour autant une victoire à vos yeux? Victoire, c'est un bien long mot. Après le procès, j'ai récupéré mes bons. Et Loïc Lefebvre en 81, c'est mon hit. C'est pour ça que les gens me connaissent. On me pose encore des questions dans la rue. Et ça, ils n'ont pas lâché. Mais ça n'a rien à voir avec l'argent. Ça n'a rien à voir avec l'argent. Même si c'est terriblement humiliant de ne prendre qu'1,8% des royalties sur un tube pareil. Il s'est fait avoir. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec ce label? Vous vous sentiez étouffé créativement? J'aime avoir la main mise sur mes créations. Et ce que je fais depuis la rupture conventionnelle de mon contrat, c'est beaucoup plus conceptuel. Je prends mon pied. Vous voulez dire que vous préparez un retour? Retour. J'ai jamais arrêté. Après cette révélation troublante, le tueur nous invite à rentrer dans son intimité. Au cœur de sa demeure, il dévoile une collection massive de supports vidéo sur lesquels sont compilées de nombreuses heures de massacres. Aujourd'hui, tout le monde tue des joggers. En 79, Olivier Jean tue des joggers. Naissance du jog slashing. Vous êtes ému? On a vu la même chose? Le tube, le hit. Ça, je vous le dis, hein, même les Japonais ils le voient. Ma préférée.
C'est mon de partout pour... Le contrat avec le label vient de se terminer. À cause du fiasco du précédent meurtre, il a plus grand chose. Il est tout seul. Moi j'aurais abandonné. Mais Olivier Jean, ce qu'il décide de faire, c'est de continuer. Alors là, à partir de là, c'est expéditif, c'est simple. Il rentre dans une période expérimentale, il fait ce qu'on n'a jamais fait auparavant. C'est un tour de force. Ça, c'est un objet de collection. Il m'a coûté une blinde. Face à la violence de la situation, je décide de vomir. Nous quittons alors Olivier Jean-Simon et rentrons au gîte local pour réfléchir à la suite des événements. Bien déterminés à arracher une histoire sensationnelle, nous choisissons de retourner chez le tueur le lendemain pour une entrevue sans concession. Cependant, nous devrons attendre l'après-midi pour pouvoir confronter le démon. Une visite trop matinale nous fit courir le risque de perturber son sommeil. Vous croyez en Dieu? Ça m'arrive, oui. Mais avec toutes les atrocités que vous avez commises, vous trouvez pas quand même que moralement, il y a un problème? Vous savez, je dors sur mes deux oreilles. Faut savoir séparer l'homme de l'artiste. Je veux dire, aucune victime ne s'est jamais plainte. Je reçois des dessins de famille, des lettres. Ils me remercient. Ce que j'ai donné, c'est un cadeau. Je veux dire, une mort comme ça, c'est pas donné à tout le monde. Hein. Vous n'avez donc ni peur de la loi divine, ni peur de la loi morale. Mais la loi la plus suprême de toutes, la loi de la République, est-ce que celle-ci ne vous fait pas peur? N'avez-vous jamais eu de problème avec la police? La police. On est à la campagne ici, personne ne vient nous embêter. Je veux dire, je suis discret, mes voisins sont discrets, et puis ils sont occupés en ville. Que voulez-vous que ça me fasse, la police?
Parlons plutôt de votre travail. Un artiste comme vous, ça a forcément des influences. Quelles sont les vôtres? Non. Aucune, non. De l'IFRA, Bundy, Manson. Forcément qu'il est influencé par les meilleurs. Mais comme je l'ai écrit dans mon bouquin, Le regard du tueur, sorti en 2014, est-ce que c'est vraiment être influencé quand on fait mieux que ceux par qui on a été influencé? Et ceux qui viennent après, les Ligonès, les Larcher, les Fourniret, je peux encore en citer 1000. Ils sont devenus quoi aujourd'hui? Je sais pas. Votre stature est internationale, votre réputation n'est plus à faire. Comment est-ce que vous vivez ce succès mondial? Alors, c'est bien gentil, mondial. Enfin, je veux dire, français peut-être, mais plus local en fait. Voilà, je suis un petit garçon du pays, moi, vous savez. Mais c'est simple. L'étranglure, comme certains aiment l'appeler. Il est révolutionnaire. Moi je vais vous le dire. On prend deux choses. Le French Killing, le budget hollywoodien, Olivier Jean-Simon. En tout cas, vous avez derrière vous un véritable arsenal. Qu'est-ce que c'est finalement votre rapport à l'outil? Mes outils, je veux dire, m'accompagnent partout. Vous connaissez des serial killers avec un côté sensible? Il se dit, bah tiens, la personne là-bas, je vais la tuer. C'est un prédateur, c'est un tueur, un assassin. C'est l'étranglure, un décharné cérébral. Il aime tuer, quoi. C'est un boucher. Je suis pas fan du personnage, mais il est fascinant. Mais la question finalement qui est sur toutes les lèvres, c'est la suivante. Y a-t-il un homme derrière le masque? Est-ce qu'il y a un homme derrière le masque? Tout le monde porte un masque. Je porte un masque. Vous portez un masque. François Hollande porte un masque. Olivier Jean-Simon porte un masque. Non. La vraie question, c'est la suivante. Pourquoi Olivier Jean-Simon porte ce masque? Et c'est très simple. Il est obsédé par la cohérence. Cette cohérence, il la recherche dans ses méthodes, dans son hygiène, dans son costume. Cette cohérence dont il est obsédé, et ça personne n'en parle, il la recherche même dans ses victimes. Et les images parlent d'elles-mêmes. Octobre 75, avril 84. Alors, c'est quoi la suite pour le démon d'Anglure? Suite, pour moi, c'est demain. C'est après-demain, c'est les mois et les années peut-être à venir. Vous le savez, aujourd'hui, c'est les 35 ans anniversaire de mon tube. C'est pourquoi je suis connu. Je pars en tournée pour recréer les événements. C'est surtout une tournée préventive. C'est une tournée qui s'adresse aux jeunes qui voudraient se lancer dans le milieu du meurtre en série. Je voudrais leur dire, faites attention au label. Et maintenant, je me dois de vous laisser car j'ai des choses à faire. Tueurs, icônes, célébrités, ces choses, le démon d'Anglure les sont à coup sûr. Mais ce qui apparaît quand on l'approche, c'est la passion d'un meurtrier qui fait ce qu'il aime et qui aime ce qu'il fait. Cet amour, c'est sans doute le moteur du retour d'un homme qui n'est jamais vraiment parti, car 35 ans plus tard, ce virtuose de la violence semble prêt à retourner sur le devant de la scène. Loin des projecteurs et en conflit avec un label avare, Olivier Jean-Simon s'est plusieurs fois réinventé dans l'ombre. Il est peut-être temps pour lui de reconquérir la lumière.